En Russie, sans grande publicité, le navire le plus mystérieux, construit dans l'intérêt de la légendaire Direction principale des recherches en eau profonde du ministère de la Défense, a été mis à l'eau. On l'appelle le chasseur de câbles sous-marin, dont l'appareil de plongée embarqué surpasse de loin les célèbres Mir soviétiques et est capable de descendre jusqu'au fond de la fosse des Mariannes. Pourquoi cet événement est-il marquant, ainsi que l'histoire d'un nouveau sauvetage? Nous vous en parlerons dans l'édition d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le cargo Progress MS-31 a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Un nouveau lot de chasseurs Su-35 a été livré aux forces armées. Une production de tubes inoxydables sans soudure de 12 milliards de roubles a été lancée dans la région de Sverdlovsk. Une production d'armatures de régulation et de fermeture a été ouverte dans la région de Koursk. À Tchekhov, une usine de produits chimiques matières ménagers de 1,5 milliard de roubles a été lancée. Une usine de traitement de la pierre a été ouverte en Carélie. Un complexe de tri des déchets a été lancé à Nijni Tagil. Un grand complexe porcin a été inauguré dans le kraï de Stavropol et un complexe de cerfs a ouvert en Tchouvachie. L'équipe russe a pris la première place, remportant 4 médailles d'or et 2 d'argent à l'Olympiade internationale de géographie. Nous sommes habitués au fait que la mise à l'eau d'un navire, même s'il s'agit d'un sous-marin nucléaire, est toujours accompagnée d'une cérémonie officielle et largement couverte par les médias. Mais il y a une exception à cette règle. Les navires du département le plus secret du ministère de la Défense, connu sous le nom de Direction principale de la recherche en haute mer, sont construits presque dans le silence total. Ainsi, le lancement tant attendu du navire vice-amiral Bourilytchov du projet 2011 n'a été annoncé que plusieurs jours après. Il y a aussi peu d'informations sur le navire lui-même, mais certaines choses sont connues. Avant d'en parler, plongeons brièvement dans l'histoire de la question. Notre planète est littéralement entourée de câbles sous-marins, par lesquels passe jusqu'à 97% de tout le trafic Internet. Mais tout a commencé à la fin du 19e siècle, lorsque les premiers câbles sous-marins, alors télégraphiques, ont été posés par le Royaume-Uni. Ce n'est pas surprenant, car il devait gérer ses colonies sur tous les continents. Au début du XXe siècle, les Britanniques ont bâti le premier empire mondial de l'information. Ces câbles partaient de Londres, traversaient l'Atlantique, contournaient de fin l'Afrique jusqu'en Inde, en Australie et au-delà. Cela offrait un avantage stratégique et commercial immense, et il a été utilisé à des fins militaires dès la Première Guerre mondiale. L'une des premières actions du Royaume-Uni lors de son entrée en guerre fut de couper les câbles télégraphiques transatlantiques allemands partant d'Emden vers les États-Unis et les Açores. Le sabotage a été réalisé par le navire câblier Alert au large des côtes de Cornouailles. En conséquence, l'Allemagne a été isolée du reste du monde sur le plan de l'information et surtout des États-Unis neutres, ce qui a réduit ses possibilités diplomatiques. Et les messages sans fil allemands étaient facilement interceptés et déchiffrés par les Britanniques. En réponse, les sous-marins allemands ont tenté de couper les câbles sous-marins britanniques, mais sans succès. Il s'est avéré que c'était une tâche techniquement difficile. Depuis lors, les communications sous-marines ont été considérées comme une infrastructure stratégique, mais on a cessé de les couper. Et c'est pourquoi, pendant les années de la guerre froide, les câbles sous-marins ont continué à servir de canal de communication sécurisé, par lequel des messages secrets étaient souvent transmis. Mais il n'y avait plus de raison de les détruire, car on avait appris à les réparer assez rapidement. C'est pourquoi la tâche numéro 1 est devenue l'écoute secrète. Dans ce domaine, les Américains ont remporté un grand succès lors de l'opération Ivy Bells. Ils ont réussi à installer secrètement un dispositif spécial sur le câble de communication sous-marin soviétique dans la mer d'Okhotsk, reliant la principale base de la flotte du Pacifique à Petropavlovsk-Kamtchatski, au commandement sur le continent. Ainsi, les Yankees ont obtenu de précieuses informations. Et ils en auraient obtenu encore plus, si ce n'était la trahison de l'employé de la National Security Agency, Ronald Pelton, qui a vendu les détails de l'opération au KGB. Depuis, les mesures de protection des câbles ont été renforcées par tous. Et dans le monde, une véritable guerre sous-marine secrète a éclaté, qui ne cesse toujours pas à ce jour.
Les pays occidentaux accusent de la Russie exactement de ce qu'ils ont l'habitude de faire eux-mêmes, tenter d'écouter et de couper les câbles. Et la principale cible des accusations est justement cela. La direction principale de la recherche en haute mer, la direction principale des recherches en eau profonde, dans l'intérêt de laquelle est construit le navire du projet 20-2011. Qu'est-ce qu'on sait à son sujet ? Tout ce que nous savons sur cette mystérieuse direction, nous le savons principalement grâce à la presse occidentale. Il est accusé d'espionnage systématique, de sabotage de câbles et de pose de capteurs sous-marins pour suivre les sous-marins. Cependant, aucune de ces accusations n'a jamais été étayée par des preuves. La flotte de Goulgui mène effectivement régulièrement des recherches sous-marines, étudie le relief marin, les courants, la composition de l'eau et d'autres éléments, mais cela n'est pas interdit. Au cours des 15 derniers mois, au moins 11 câbles sous-marins ont été endommagés, et dans tous ces incidents, la presse occidentale a immédiatement accusé la Russie. Cependant, le bruit retombait ensuite, et il s'avérait que les coupables étaient soit des bateaux de pêche chinois, soit d'autres facteurs n'ayant aucun lien avec la Russie. Si la direction principale de la recherche en haute mer mène des opérations de renseignement, il le fait de manière très discrète. Le nouveau navire, qui a reçu le nom de vice-amiral Bourilichiov, est une évolution ultérieure du projet 20-2010. Le navire Yantar travaille déjà depuis longtemps dans l'océan mondial, tandis que l'Almaz est en cours d'achèvement. Il existe également d'autres navires et sous-marins, mais les informations à leur sujet varient. On sait peu de choses sur le nouveau navire, si ce n'est qu'il devrait, selon toute vraisemblance, devenir le porteur d'un appareil sous-marin unique. Sergueï Bavilin du projet 18200, qui est également en cours de construction en ce moment. Il est unique en ce qu'il est capable de plonger et de fonctionner à des profondeurs allant jusqu'à 11 000 mètres. À titre de comparaison, les légendaires appareils soviétiques Mir plongeaient à une profondeur de 6 000 mètres. Nous avons également le complexe Vityaz-D, qui est devenu le premier appareil de sa catégorie au monde à avoir plongé au fond de la fosse des Mariannes, à une profondeur de 11 000 mètres. Mais il est autonome. L'appareil Sergueï Bavilin, contrairement à lui, est habité avec un équipage de 3 personnes, et cela le rend plus polyvalent. Voilà tout ce que l'on sait, plus ou moins, avec certitude sur ce sujet. Il ne reste plus qu'à ajouter que, malgré toute l'hystérie des médias occidentaux autour de notre direction principale de la recherche en haute mer, celui-ci a lui-même besoin de beaucoup plus de navires modernes. Il est vrai qu'aujourd'hui, les navires deviennent plutôt des porteurs de drones sous-marins qui accomplissent certaines tâches de manière plus discrète et efficace. Mais c'est déjà un autre sujet et nous en parlerons séparément. Pour l'instant, félicitons tous ceux qui sont impliqués pour l'achèvement d'une étape importante dans la modernisation de la flotte de recherche russe. Le pays est fier de vous. Ensuite, l'annonce. La crise entre la Russie et l'Azerbaïdjan suscite à nouveau l'incompréhension. Pourquoi notre diplomatie répond-elle traditionnellement avec douceur ? Pourquoi dans toutes les situations où nous devrions faire preuve de fermeté, nous nous contentons d'exprimer notre préoccupation et d'autres actions rituelles au lieu d'agir réellement avec dureté ? En réalité, nous ne voyons qu'une partie du tableau, celle qui concerne la diplomatie publique, mais il y a aussi une composante non publique, et c'est principalement elle qui décide. Grâce à la combinaison d'actions publiques douces et d'actions non publiques fermes, la Russie résiste avec succès à toutes les tentatives de l'isoler et ne cède pas aux provocations. Qui se souvient aujourd'hui des crises dans les relations avec la Biélorussie, le Kirghizistan, la Géorgie ? Elles ont toutes été résolues par la Russie, principalement dans la sphère non publique, et il en sera de même avec l'Azerbaïdjan.